Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, et vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'impact du chômage sur la santé mentale et puis de l'importance de la préserver durant le processus de recherche d'emploi. Pour discuter de cette problématique, je reçois aujourd'hui Ginette Herman. Vous êtes psychologue sociale et professeure à l'Université de Louvain, en Belgique. Vos études font le constat de l'impact du chômage sur la santé physique et mentale. Elles évoquent aussi les discriminations subies par les chômeurs. Ginette Herman, bonjour. Bonjour. Dans vos études, vous mesurez l'impact du chômage sur la santé physique et mentale. Alors nous nous doutons qu'ils sont forcément négatifs. Mais qu'avez-vous réellement constaté ? En fait, c'est une histoire qui remonte déjà à il y a une quarantaine d'années, parce que c'est au début, fin des années 70 et au début des années 80, qu'il y a eu un grand courant d'études qui s'est penché sur la question. Donc nous étions après la première crise pétrolière à cette époque-là, et le taux de chômage commençait à monter dans tous les pays occidentaux. Et à l'époque, on était face à deux conceptions. L'une affirmait, c'est un mauvais état de santé qui maintient les gens au chômage, ou bien qui leur fait perdre leur emploi. Et l'autre conception proposait exactement le contraire. Elle disait, c'est le chômage qui détruit la santé. Alors, face à ces deux conceptions, il y a de nombreuses études qui ont été réalisées, surtout dans des pays scandinaves, mais aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en France, aux USA, au Canada, en Australie. Et on a étudié ces questions tant avec les hommes qu'avec les femmes, tant avec les jeunes qu'avec les vieux, tant avec les ruraux qu'avec les citadins, etc., etc. On avait vraiment des échantillons importants de personnes. Suite à cet ensemble d'études, en fait, il y a peu de doutes qui subsistent. Bien plus qu'être une conséquence, le chômage est à l'origine de la dégradation de la santé mentale et de la santé physique. Donc ça, c'est un résultat que les données empiriques ont confirmé au travers de toutes ces études qui ont été réalisées. Et pour vous donner un seul exemple concret, quand on prend en considération les pensées suicidaires, eh bien, les personnes qui sont au chômage vont en avoir beaucoup plus que les personnes qui sont en emploi. De même, le suicide, on trouve un nombre plus important, une proportion plus importante de personnes qui se suicident lorsqu'elles sont au chômage que lorsqu'elles sont en emploi. Donc il y a vraiment des résultats congruents qui vont dans la même direction, qui montrent l'impact délétère du chômage sur la santé mentale et sur la santé physique. Est-ce qu'il y a une différence des effets psychologiques ou physiques entre deux catégories, les cadres d'un côté et les professions plus précaires, les ouvriers ou les professions du tertiaire par exemple ? Oui, disons qu'il y a des différences en fonction du statut professionnel, mais c'est pas le statut en tant que tel, le fait d'être ouvrier ou le fait d'être cadre qui intervient, c'est le fait d'être, comme vous l'avez évoqué, soit en situation de précarité, soit exercer un métier où on ne peut pas se développer, où on ne peut pas acquérir de nouvelles compétences, où on n'acquiert pas de nouvelles ressources. Par exemple, les métiers où on reproduit tout le temps les mêmes gestes, c'est les métiers à la chaîne ou les métiers dans les grands magasins où on fait juste du réassortiment, où on est caissier ou caissière. Eh bien, ce sont des métiers qui ne permettent pas aux gens d'acquérir de nouvelles compétences. Et quand, pour une raison ou pour une autre, ces personnes sont licenciées, elles n'ont pas pu développer toutes ces compétences et n'ayant que peu de cordes à leur arc, elles sont coincées plus facilement dans une situation de chômage. Et c'est ce fait-là qui va dégrader leur santé mentale. Donc c'est pas le statut en tant que tel, mais c'est les conditions dans lesquelles elles ont exercé leur métier, les conditions dans lesquelles elles sont tombées au chômage. Et aussi un autre élément qui est essentiel et qui est peut-être avant tous les autres, c'est le fait que je ne connais pas bien le financement du chômage en France, mais s'il y a des différences de revenus entre les cadres et les ouvriers, cette différence de revenus va expliquer la dégradation de la santé. Donc plus on est pauvre, plus l'impact du chômage sur la santé mentale se fait ressentir. Alors il y a un autre élément qui est souvent cité dans la presse psychologique,
C'est l'image de soi, le sentiment d'utilité sociale qu'on est censé avoir quand on travaille et puis qu'on perd au chômage. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Imaginez-vous la situation suivante. Je suis sans emploi, je candidate et aucune entreprise ne veut de moi. Et en fait, ne me fait même aucun retour aux actes de candidature que j'ai envoyés. Je ne reçois rien le plus souvent, même pas une réponse. Alors voilà, je suis en face de cette situation et puis je me dis: «Quoi? Je ne vaux même pas une réponse?» L'image que je vais me forger de moi va donc être problématique parce que qui suis-je si ce n'est le reflet de la société? En tant que chercheur, on remarque que les gens, sont le reflet du regard d'autrui et si le regard d'autrui est négatif, si le regard d'autrui ne me dit pas que j'ai de la valeur, mais ce phénomène va se répercuter sur moi-même et je me sentirai aussi, dévalorisée, voire profondément dévalorisée. Concernant, l'image de soi, on a fait des études dont les résultats étaient assez impressionnants et qui ont consisté, en la chose suivante: quand on rappelle aux chômeurs qu'ils sont soit chômeurs, soit personnes en formation, donc dans leur premier cas, on insiste sur le fait qu'ils sont chômeurs, dans le deuxième cas, on insiste sur le fait qu'ils sont surtout une personne en formation, eh bien, on remarque que les effets ne sont pas les mêmes. Avoir rappelé à une personne qu'elle est au chômage, lui fait, de manière paradoxale, ou peut-être de manière normale, rater plus facilement les tests de sélection que si on rappelle à une personne au chômage le fait qu'elle soit simplement en formation. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on rappelle et on met le doigt où ça fait mal en rappelant aux personnes qu'elles sont au chômage, il y a une vague d'anxiété qui remonte et cette vague d'anxiété va en quelque sorte les détourner du test de sélection qu'elles sont en train de passer et c'est pour ça qu'elles auront de moins bonnes performances qu'une personne à laquelle on n'a pas rappelé le fait qu'elle était au chômage, mais plutôt qu'elle était dans une position plus valorisée qui est celle d'un étudiant ou d'une personne en formation. Et donc ça renvoie évidemment à la question de l'image de soi et on voit bien au travers de ce genre-là d'études combien la dégradation de l'image de soi altère le fonctionnement personnel et le fonctionnement social des chômeurs. C'est très intéressant en fait, c'est un nudge négatif. Oui, tout à fait. C'est un effet négatif non seulement sur la sphère de la santé, mais sur la sphère intellectuelle aussi, puisqu'on est encombré par l'image qu'autrui a de nous. Donc nous sommes chômeurs, ça implique qu'on est vu comme fainéant, comme parasite, comme incompétent. Et cette représentation-là de soi, au lieu de me faire concentrer sur mon test de sélection que je suis en train de faire passer, m'en détourne parce que je dois aussi gérer l'image d'autrui et essayer de l'évacuer. Et pendant tout ce temps-là, au lieu de me concentrer sur le travail de sélection, de test de sélection, en fait, je suis concentrée sur la relation sociale en tentant de m'écarter de cette image négative que autrui a à mon propos. Alors les populations à risque sont-elles bien les chômeurs de longue durée? Oui, plus on est au chômage, plus on va mal et à tel point qu'au bout de 2 ans de chômage, une partie non négligeable de la population est dans ce que les médecins appellent les populations dépressives. Bien que la dégradation arrive assez vite, elle arrive au bout de la première année, elle ne reste pas sur un plateau au bout de 2 ans, elle continue à se dégrader. Et donc en fait, les gens ne s'adaptent pas à la situation de chômage. Même s'ils ont l'air de faire face et de montrer à d'autres: «OK, non, mais je me suis adapté, c'est comme ça et j'ai pas le choix». En réalité, quand on les interroge de manière, plus fine, quand on sort de la simple image qu'ils veulent donner d'autrui, et bien à ce moment-là, on observe la poursuite de la dégradation de la santé mentale. Et c'est pour ça qu'on observe plus de tentatives de suicide, voire plus de suicides réussis dans ce genre-là de population. En France, il y a un mécanisme qui s'appelle la rupture conventionnelle, c'est-à-dire un contrat de départ de l'emploi entre le salarié et l'employeur. Et finalement, ce contrat, il est choisi par le salarié. Est-ce que ça change quelque chose sur la situation de chômeur de l'avoir en partie choisi? Alors, je ne connais pas d'études qui ont traité ce point particulier, mais ce que je peux dire, c'est que quand la personne décide elle-même de mettre fin à son contrat avec l'accord de l'employeur, ou bien on est dans une situation où la personne qui quitte l'emploi
a un contrôle sur sa situation, elle a une maîtrise sur sa situation. Et donc l'interprétation qu'elle va faire de la situation va, dans un premier temps en tout cas, être à son avantage, puisque l'initiative vient d'elle-même, elle ne subit pas le monde qui l'entoure, elle est active, elle est proactive, elle a peut-être d'autres projets qu'elle veut mettre en œuvre, elle veut peut-être faire une formation, se lancer dans le journalisme ou dans des voies artistiques. Donc elle donne un sens à sa vie qui lui permet de se préserver contre les effets du chômage, les effets négatifs du chômage. Mais ce que je crains, c'est que si il n'y a pas de reconversion qui arrive dans les mois qui viennent, et si la personne continue à être sans emploi, eh bien les résultats, les effets que l'on observe par ailleurs vont s'abattre sur cette personne également. Donc sa santé mentale va probablement se dégrader. Donc le constat que vous faites est dur. Le chômage peut apporter de l'anxiété, de la dépression, des problèmes d'estime de soi. Donc c'est un problème sociétal, un problème national. Est-ce que vous connaissez des pays, des institutions publiques qui prennent en charge ce chômage d'un point de vue psychologique? C'est que lorsqu'on compare les pays qui relèvent de l'OCDE et qui sont les pays dans lesquels on a fait le plus d'études sur la question, et qu'on regarde le pourcentage, le niveau de protection sociale, donc le pourcentage du PIB qu'il consacre à la sécurité sociale en général et à la gestion du chômage en particulier, on constate que les pays qui ont le pourcentage le plus élevé d'argent qui est affecté à la sécurité sociale voient la santé mentale des chômeurs la moins affectée. Ça veut dire que la France, comme la Belgique, ou comme la Finlande, comme certains des pays scandinaves qui ont une bonne protection sociale, voient en fait la santé mentale et la santé physique de la population de chômeurs en meilleure santé que les pays qui ont une politique moins généreuse en matière de sécurité sociale. Ce qui est le cas, par exemple, des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l'Australie. C'est une première remarque, je crois, tout à fait importante, c'est que les politiques publiques parviennent à ôter, en tout cas à minimiser une partie de la dégradation de la santé mentale. C'est un résultat qui plaide pour continuer à entretenir des politiques de ce type-là. Alors, une des raisons qui est sous-jacente à ça, c'est que quand les gens ont des revenus, eh bien, on remarque que le revenu, qui est le premier indicateur de la dégradation de la santé, permet au contraire aux gens de se maintenir à un certain niveau. Bien entendu, ça ne suffit pas, mais c'est une première remarque à constater. Alors, d'autres remarques, oui, il y a les organisations d'insertion professionnelle qui travaillent avec les chômeurs ont un rôle tout à fait essentiel dans la mesure où elles fournissent un soutien social aux personnes, où elles les aident, où elles contribuent à leur maintenir une estime de soi qui est positive. Certaines des politiques publiques qui existent et qui donnent des sanctions aux chômeurs s'ils ne cherchent pas assez d'emploi ou s'ils ne sont pas assez actifs dans les démarches, lorsque ces organismes développent des politiques de sanctions, eh bien ces politiques-là ont l'effet inverse du soutien. Donc ces politiques-là semblent dégrader la santé mentale et la santé physique des chômeurs, alors que pour ce qui est de la politique de soutien, ça a un effet positif. Voilà, donc on peut aider les chômeurs, mais pour peu que ce soit fait dans une perspective de développement, de formation, d'aide et de soutien social. Et justement, en France, en 2022, le contrôle des chômeurs a été renforcé. Alors, j'imagine que pour réussir des entretiens d'embauche, il vaut mieux avoir confiance en soi. Comment on fait pour la retrouver quand on est au chômage? Est-ce qu'il faut faire des bilans de compétences, du coaching? Est-ce que des choses comme ça sont utiles? Alors, je ne suis pas sûre que faire un bilan de compétences aide à gagner en confiance en soi, sauf si la personne qui le fait donne un reflet positif à la personne. Ce qui va donner confiance en soi, c'est le regard d'autrui. C'est le fait d'être valorisé. C'est le fait d'appartenir à un groupe social dont l'identité sociale est positive. Donc, quand je suis vue comme un chômeur, eh bien, je sais bien qu'on me voit de manière négative, et ça va m'altérer. Mais si, un instant, j'oublie que je suis chômeur et que je me rappelle que je fais partie aussi d'autres groupes, comme d'une chorale, comme d'une association bénévole, comme si je me vois plutôt comme artiste, eh bien, ce sont ces éléments-là qui vont
le plus m'aider à pouvoir faire face à la situation négative. Donc, on peut imaginer que les formations, ça va aider, mais ça va aider essentiellement durant la formation elle-même. Une fois que cette formation est finie et que pour peu que la personne ne retrouve pas d'emploi, eh bien, le problème va se rejouer à part entière. La personne va de nouveau être isolée, va de nouveau être en face de l'image négative qu'on a à son égard et elle va se dégrader. Donc, ce qui importe avant tout, c'est que les gens puissent se valoriser au travers de groupes, au travers d'associations, au travers d'un monde social. On n'est pas tout seul. Quand on est dans sa chambre, c'est très difficile d'avoir une image de soi positive parce que le regard d'autrui arrive malgré soi-même. Par contre, quand on est dans un groupe qui a une image valorisée dans la société, alors c'est plus facile de mettre en avant une identité concurrente et positive, celle-là. Alors, en tant que psychologue social, j'aimerais bien connaître vos avis sur des méthodes plus individuelles, le sport, la méditation, les exercices de respiration, l'identification des émotions avec un psychologue, bref, toutes ces méthodes qui viennent de nous-mêmes. Et puis, la séparation entre l'espace de travail, c'est-à-dire le bureau au sein de son appartement, et l'espace de détente. Toutes ces méthodes individuelles, elles marchent ou pas? Alors, oui, la relaxation, l'aide d'un psychologue, ça peut aider, mais ça ne va jamais résoudre le problème fondamental. Le problème fondamental est l'absence d'emploi et le fait que nous sommes dans une société organisée sur le travail. Et donc, ce ne seront jamais que des emplâtres sur une jambe de bois qui ne seront pas décisifs, qui ne seront pas définitifs dans la revalorisation de soi. Donc oui, c'est utile, mais c'est tout à fait insuffisant. Ce qu'il faut bien entendu, c'est rendre du travail aux personnes qui sont sans emploi d'une part, et d'autre part, si ce n'est pas possible, je plaiderais plus pour des activités collectives, parce que dans ces activités collectives, on se reconstruit mieux face à autrui, et on est moins confronté à sa solitude et à cette image que sa solitude, à cette image négative que cette solitude renvoie sur soi. Donc moi, je plaiderais peut-être pour des exercices de relaxation, pour de la psychothérapie, pour des exercices de respiration, mais avant tout, je plaiderais pour que les gens fassent partie de réseaux sociaux physiques, humains, dans lesquels ils peuvent participer à la société, retrouver une fonction sociale, retrouver une utilité sociale. Voilà, donc ça c'est pour moi le message principal que les études que nous avons réalisées permettent de mettre en évidence. Merci beaucoup, madame. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.